Thibault de Montbrial, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous êtes devenu l'incarnation de l'avocat qui défend la police. Est-ce que vous serez à la manifestation? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important d'y être. Au-delà du fait que je défends régulièrement les policiers et les gendarmes, il y a un véritable élan citoyen et c'est important que le pays tout entier marque son attachement dans notre police qui est quand même soumise à des épreuves de plus en plus rudes ces temps-ci. Quel cap est-ce que ça peut représenter demain ? Demain, si effectivement la manifestation ne se réduit pas à des policiers et à des syndicalistes, mais si des citoyens de tous horizons, comme ça semble commencer à devoir être le cas avec l'afflux de politique annoncé, s'il y a effectivement une marque de quasi-unanimité dans le soutien à la police dont je rappelle quand même que sans police, une société ne peut pas vivre paisiblement. Les policiers sont les garants de la paix publique. S'il y a une marque massive de soutien dans nos policiers, je pense que ça peut constituer un nouvel élan dont nos policiers ont vraiment besoin. On voyait à l'image quelques-unes des hommes et femmes politiques qui seront présents demain. Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, les Républicains, Olivier Faure, Yannick Jadot, Jordan Bardella, Fabien Roussel et puis Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. La présence d'un ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je pense que c'est assez habile de sa part. Il y avait une fronde. Gérald Darmanin était confronté à des mécontentements bien au-delà de la représentation par les syndicats. Il y avait vraiment un ras-le-bol de la base face à tout un tas de choses qui sont d'ailleurs loin d'être toutes imputables au ministre de l'Intérieur. Et le fait de venir témoigner de son soutien citoyen au-delà du ministre, je trouve que c'est assez habile. Pour l'instant, la France insoumise n'est pas représentée. Monsieur Mélenchon fait un peu exception. Pour vous, c'est... Monsieur Mélenchon, c'est le seul homme politique d'envergure nationale qui, ces derniers mois, a réussi le double exploit d'être condamné pour des violences commises contre des policiers et ensuite de qualifier les policiers de barbares. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus naturel que son absence demain. Comment est-ce que vous analysez cette évolution de la gauche ? Il y a une gauche présente, notamment la gauche communiste. Fabien Roussel, c'est très frappant. Beaucoup d'élus communistes ont des positions d'ailleurs assez sécuritaires. Alors c'est la gauche de l'ordre, vieille tradition. Oui. Alors, compris pro-soviétique, mais pas seulement, il y a un ancrage de terrain. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, il y a une vieille tradition, y compris pro-soviétique, mais pour en revenir à la période contemporaine, c'est de plus en plus difficile à tenir pour certains partis de gauche d'avoir le réel qui leur est renvoyé au visage par leurs électeurs sur le terrain. Si vous voulez, les propos de Fabien Roussel et sa présence demain montrent que le réel est de nouveau pris en compte en tout cas par une partie de la gauche. Le réel, c'est cette extraordinaire dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, la hausse continue des violences, des menaces de violence contre les policiers et les gendarmes, et ça ne pouvait pas durer indéfiniment d'avoir une gauche complètement autiste devant cette réalité. Si on parle plus précisément des mesures possibles, parce qu'il y a la déclaration d'intention, presque tout le monde dit ça, ça va changer, c'est fier. Et puis en réalité, notamment, la délinquance des jeunes, on va voir certains chiffres qui l'illustrent. Année après année, il y a une évolution. Voilà, les mineurs mis en cause en 1977 et les mineurs mis en cause en 2018, on a multiplié par 2,5 fois. Quand on interroge les policiers eux-mêmes, beaucoup disent on ne sait pas très bien quoi faire en réalité. On ne sait pas très bien quoi faire parce que derrière les chiffres tout à fait impressionnants que nous venons de voir, il y a une double réalité. C'est une délinquance de plus en plus jeune, puisque mineur c'est moins de 18 ans, mais en réalité de plus en plus jeune et de plus en plus violente. Et ce qui est tout à fait perturbant, c'est que les policiers et les gendarmes sont désormais confrontés sur le terrain à une partie de la jeunesse de France qui est complètement déstructurée et qui surtout n'a plus d'empathie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite dans la violence, même pour des enjeux dérisoires. Ce qui est frappant dans vos propositions, vous dites, c'est pas forcément les rodomontades qui marchent. Par exemple, les courtes peines peuvent être efficaces. À contre-courant de beaucoup dans la classe politique. Moi, je pense que le constat, c'est qu'il ne faut pas une justice... Évidemment, il ne faut pas une justice injuste et il ne faut pas une justice trop sévère. Mais il faut une certitude de la peine. Beccaria l'a dit il y a un certain nombre d'années maintenant. Et concrètement, ça veut dire qu'il faut que la justice, dès la primo-délinquance,
impacte le délinquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une peine qui montre au délinquant qu'il y a une ligne et que la société fera respecter ou sanctionnera tout dépassement de cette ligne. Une courte peine de prison, par exemple 5 jours, 6 jours, 7 jours, pour des violences dont la conséquence n'est pas grave, ça peut avoir une vertu pédagogique parce que c'est une vraie alerte, mais sans désocialiser le condamné, sans lui faire perdre ses attaches familiales ou professionnelles. Comment est-ce qu'on restaure l'autorité? Il y a le fameux apologue de l'œuf, une fois que c'est cassé, ça ne se refait pas. Alors, il y a quelque chose qui dépasse des mesures précises. C'est, dans la société en général, c'est un peu gazeux comme État. Comment est-ce qu'on fait? Il faut que chacun, à la place qui est la sienne, assume une part d'autorité. Quiconque a élevé des enfants sait qu'il faut une autorité juste, ce qui est compliqué, c'est un équilibre. Mais quiconque a élevé des enfants sait aussi quand la théorie et la pratique, il y a vraiment une très très grande marge. Hein. Exactement. Mais si vous voulez, si on regarde depuis une quarantaine d'années, tous les piliers de l'autorité dans une société, que ce soit les piliers individuels, les piliers qui ressortent de la sphère privée, familiaux, etc., associative, les grands piliers institutionnels, sont de plus en plus absents et réticents à marquer cette autorité. Il faut que chacun, à la place qui est la sienne, réassume, y compris la petite position de pouvoir qu'il a, sans excès, mais en faisant respecter les règles qui lui incombent. Comment sortir de la position simplement réac, de dire « Ah, c'était mieux avant ». Alors, les gens qui vous disent, ils prennent les photos des manifs de 68, et c'est vrai que même les manifestants de 68, souvent, étaient un peu encravatés, un peu... C'est fini. De toute façon, c'est fini. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? On ne peut pas revenir en arrière pour tout un tas de raisons. La société n'est plus la même, la composition de notre population n'est plus la même, culturelle, etc. Les réseaux sociaux changent complètement la donne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une instantanéité de l'information et une difficulté de la contrôler. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du bad buzz, des fakes, des deepfakes même. Donc, il y a une dictature de l'émotion qui a pris le pas sur une politique un petit peu plus raisonnée. C'est extrêmement compliqué. Mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Il faut déjà que chacun, à la place qui est la sienne, assume son autorité. Et pour ce qui concerne l'appareil d'État, il faut que l'appareil d'État assume le fait que sans position solide de l'État sur les fondamentaux, il n'y a plus de vie en société possible. Donc une fois qu'on l'a rappelé, il faut juste le mettre en œuvre. La suppression du service militaire, beaucoup de gens font remonter à ça. Ils disent la faute à Chirac. Hein. Oui, alors s'il y avait un coupable, ce serait facile. C'est vrai que la suppression du service militaire a privé d'accès à un terreau formateur, se lever à 5h30 du matin, faire son lit, être en rang, et puis aussi avoir une vision commune, un objectif commun. Ça aussi, c'est très important. Mais d'un autre côté, le service militaire des années 90 était devenu très inégalitaire. Il y avait toute une bourgeoisie qui y échappait relativement facilement. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, aujourd'hui, ce serait une catastrophe de le remettre en place tel quel, puisqu'il y a toute une partie minoritaire, certes, mais quand même agissante de notre jeune population, à laquelle je pense qu'il serait de mauvais ton d'apprendre à utiliser les armes. Oui, vous l'avez fait le service? Moi, je l'ai fait dans les parachutistes d'infanterie de marine. Oui. Voilà, oui, c'est pas... Avec ensuite de la réserve, etc. Oui, c'était pas la bourgeoisie qui évite l'armée. Ouais. Quand on regarde à quel point, est-ce qu'il n'y a pas une bataille des idées qui est perdue? Vous disiez tout à l'heure, même à gauche, il y avait une tradition très autoritaire. On peut remonter à Fouché, mais des Clémenceau, Mitterrand. Il y a des périodes dans la carrière de Mitterrand qui sont plus qu'autoritaires, même à la limite parfois de l'excès, ou carrément dans l'excès policier. Tout ça, on a l'impression que c'est fini. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale sur 10 ans, on va dire entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, avec au mi-temps de cette période l'élection de François Mitterrand, une utopie de gauche pendant 2 ans qui a apporté une certaine bouffée d'air frais dans la société, mais en même temps avec des dérèglements et des dérégulations, et surtout le fait que les thèmes d'autorité ont été abandonnés petit à petit par la classe politique dominante au sens des partis de gouvernement, au Front National. Alors on se souvient des petits jeux que François Mitterrand avait mis en place à l'époque pour essayer de casser la droite aux élections de 86. Mais le résultat, c'est que pendant 20 ans, on se faisait traiter, et encore aujourd'hui dans une certaine mesure, on se fait traiter de facho dès qu'on parle d'autorité, alors que je rappelle quand même, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce qu'il faut le marteler, c'est qu'on ne peut pas vivre ensemble quand il n'y a pas des règles de vie collective. S'il n'y a pas une limite droite et une limite gauche, c'est l'anarchie, c'est la violence et c'est la loi du plus fort. Est-ce qu'il y a une sorte de lame de fond sous la surface?
se rappelle 81, une partie de la bourgeoisie, entre guillemets, convenable, qui n'osait pas voter à gauche, qui s'est dit, allez, on essaie, malgré l'alliance avec les communistes, quelque chose s'est passé. Est-ce que, à l'autre bout de l'échiquier, c'est en train de se passer pour le Rassemblement national? C'est-à-dire une partie de gens qui, par légitimisme, ne voulaient pas aller de ce côté-là, qui se disent, bah oui. Darius, ce soir, je pense que personne ne peut faire le moindre pronostic sur ce qui va se passer dans 11 mois au moment de l'élection présidentielle. Ce que vous dites est possible, ça n'est pas sûr, ça va dépendre, en tout cas l'hypothèse d'aujourd'hui est possible. Ça, c'est déjà une première réponse. Et ça va beaucoup dépendre, de mon point de vue, de la capacité de l'aile droite du champ politique à capitaliser sur le fait que, très clairement, aujourd'hui, il y a une large majorité des Français qui est en phase avec des lignes d'autorité. Tous les sondages depuis ces derniers mois le montrent. Est-ce que la droite dite classique autour des Républicains, avec des candidats en dehors ou juste à l'extérieur du parti, va réussir à recréer une dynamique de gouvernement? On va voir. Est-ce que le président Macron va faire campagne sur son aile droite, mais alors dans ce cas-là, quid de sa majorité qui est sur deux jambes et c'est un peu compliqué. Beaucoup va dépendre de ces questions. Mais ça va aussi dépendre des événements parce qu'il va se passer, malheureusement, vu la tendance actuelle, beaucoup d'événements graves vont encore se passer dans les mois qui viennent. Quand on observe Emmanuel Macron, est-ce qu'il a personnellement évolué à ce sujet? En 2017, ce n'était pas de ses sujets prioritaires a priori. Là, on a l'impression qu'il y a eu une vraie évolution. De ce que j'observe, il y a eu une prise en compte du réel, mais l'impression qu'on a, c'est que l'appétence personnelle du président de la République sur ces sujets, encore une fois, c'est une analyse de l'extérieur, c'est que pendant longtemps, il a cru que s'il y avait un redémarrage économique, tout s'arrangerait. Et maintenant, force est de constater qu'il y a dans le pays des clivages, des fractures extrêmement profondes autour des questions identitaires, culturelles et autres, qui dépassent très largement la question d'un redémarrage économique. Je pense qu'il est en train d'en prendre conscience, mais la question, c'est comme il a encore une fois une majorité qui est sur une jambe plutôt de droite, mais une jambe plutôt de gauche, dont certains ne s'illustrent pas par la lucidité de leurs commentaires, ça va être intéressant de voir comment ils s'organisent pour la campagne à venir. Comment est-ce qu'on devient avocat de l'ordre plutôt? Il y a beaucoup d'avocats qui sont plutôt... Comment c'est arrivé chez vous? Écoutez, le métier d'avocat a ceci de formidable, que c'est un métier de liberté et c'est un métier que l'on peut exercer en phase avec les domaines que l'on aime. Si vous adorez le sport, vous pouvez devenir avocat dans le sport, la culture, vous pouvez devenir avocat dans le cinéma, etc. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai servi dans les parachutistes, j'ai hésité à faire carrière dans l'armée ou dans la police. Finalement, je suis devenu avocat et je mets mon savoir-faire au service des victimes et des forces de l'ordre qui sont encore une fois les garants, les piliers de la première ligne de défense de notre nation. Et j'aime travailler pour eux. Vos anciens copains para, ils évoluent comment? Mes anciens copains para, ils sont aujourd'hui soit militaires, soit policiers, soit gendarmes, soit magistrats. Et politiquement et politiquement, ils sont sur tout l'échiquier politique. Sans doute plutôt à droite, mais pas... Donc pas marxiste révolutionnaire en moyenne. En moyenne, non, mais le point médian n'est pas très loin du centre. Il est à droite, mais pas plus que ça. Quand on a vu la tribune des militaires, ce genre de phénomène, vous l'avez observé chez eux? Ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, c'est qu'il y a eu, je discute très régulièrement avec les militaires, et j'ai senti une bascule en 2020. C'est-à-dire que j'ai senti chez les gens qui sont galonnés, qui sont en responsabilité ou pas loin des responsabilités, une vraie prise de conscience de ce qu'il y avait un risque dans les mois ou les années à venir d'un engagement sur le territoire national. Attention, c'est très important, ce qui va suivre est le plus important. Ça ne veut surtout pas dire qu'ils le souhaitent. C'est l'ultima ratio et l'armée n'a qu'une envie, c'est de ne pas être engagée sur le territoire national. Mais l'hypothèse concrète, qui jusque-là était un peu évacuée par des plaisanteries, ne fait plus rire personne. Vous êtes devenu un de ces avocats médiatiques, figure de l'avocat. Alors, rappelez quelques-uns. Il y en a deux qui ont marqué évidemment les dernières années, c'est Robert Badinter. Oui. Éric Dupond-Moretti. Robert Badinter qui n'était pas laxiste, contrairement à une image qui est parfois véhiculée sur lui. Alors il y a l'abolition de la peine de mort, mais dans beaucoup de domaines, pas laxiste.
Pas laxiste, moi Robert Badinter, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais à l'école du barreau. Il m'a reçu à l'époque au Conseil constitutionnel et on a passé 1 heure ensemble et j'ai été, donc moi je sortais des paras, hein, donc j'étais encore bien dynamique. Comment vous faites J'ai été très marqué par la profondeur de ce qu'il disait et effectivement c'était un discours qui était tout sauf laxiste, hein, on est bien d'accord. Dupond-Moretti. Alors Dupond-Moretti, on s'est croisés plusieurs fois. Moi, c'était pas mon avocat préféré, je vous le dis. Il y en a avec qui je m'entends mieux que d'autres. Éric Dupond-Moretti considérait, en tout cas c'est ce qu'il disait, il y avait sans doute une part de posture, que quand on défendait les policiers, les magistrats et l'administration, un jour il disait ouais toi t'es un avocat collabo. Bon, je sais pas. Alors aujourd'hui il est ministre de la Justice, donc je sais pas s'il est collabo de lui-même, mais en tout cas c'était un formidable avocat. Ça c'est un constat objectif. Et je trouve néanmoins que cet avocat formidable qu'il était, pour les combats qu'il a menés et la manière dont il les a menés pendant 40 ans, avec toute sa liberté, en s'attaquant aux institutions, aux juges, aux policiers, etc., fait que c'est très compliqué pour lui, même avec sincérité, d'incarner cette part d'autorité qui est indispensable au garde des Sceaux, puisque la justice est un des 2 maillons de la chaîne qui contribue de la sécurité. Un mot de l'actualité de la soirée, c'est évidemment Karim Benzema dans l'équipe de France. Didier Deschamps s'expliquait tout à l'heure. Votre réaction à ce sujet-là, dans un instant. Je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, ni Karim non plus, de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Donc bien évidemment, pour arriver à cette décision aujourd'hui, il y a eu des étapes importantes. Lesquelles ? Une très importante, où on s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, bien évidemment, par rapport à plein de choses, et pour en arriver à prendre cette décision-là aujourd'hui. Ouais, il faut rappeler qu'il y avait un grand passif entre les deux, avec Benzema qui parlait d'un Deschamps qui aurait cédé à une partie raciste de la France. Voilà. Tout ça, visiblement, le passif est liquidé. C'est bien. Écoutez, d'abord, moi j'adore le foot et ce que je sais pour y avoir beaucoup joué, pas très bien, mais avec beaucoup d'énergie, c'est qu'une équipe, c'est un équilibre. Donc si Didier Deschamps, qui a montré qu'il savait amener les équipes au plus haut niveau, a considéré que la présence de Karim Benzema était un atout plutôt qu'une faiblesse pour l'équilibre de l'équipe de France, il faut lui faire confiance. Et pour la question de la cohésion nationale, je pense que c'est bien, parce qu'on a vu ces dernières années sur les réseaux sociaux beaucoup de haine autour de la présence ou de l'absence de Karim Benzema. Et si ça pouvait, c'est un peu anecdotique, mais si la présence de Karim Benzema pouvait contribuer à resserrer un peu le tissu national, ça ne peut faire que du bien. On voit la sélection qui défile, c'était tout à l'heure aux 20h de TF1. Là, on n'est plus en 98, mais enfin, le côté black, blanc, beurre, beaucoup de choses ont changé. Hein. Mais est-ce qu'on peut récupérer un peu de ça ? Aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, je ne suis pas sûr. Je pense que les fractures sont trop profondes. Il peut y avoir des joies superficielles pendant 1 ou 2 soirées au mois de juin, juillet. C'est ce que je souhaite à notre équipe de France. Mais je pense que les fractures sont trop profondes pour qu'une victoire à l'Euro les colmate. Il faut quoi, une belle victoire ? Une belle victoire. C'est quoi la prochaine possible ? Pour l'équipe de France ? Ouais. Ah, mais l'Euro et puis ensuite la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Merci Thibaut de Montréal. Je rappelle votre livre « Osons l'autorité ». Merci. Carrière de para et d'avocat, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Tout est un combat et tout est enthousiasmant. Ce qu'il faut, c'est avoir l'énergie, l'enthousiasme et toujours essayer de garder un petit peu de recul.